Le 25 octobre 1935 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film Les Croisades, The Crusades, texte intégral. Une espèce de vieux burgrave surgit de l'écran, mais ce n'est pas une tirade de Hugo qui coule de sa barbe fleurie et magnifiquement ponsive. Il est le moine prêcheur de la troisième croisade. On l'a peut-être un peu confondu avec Pierre l'Ermite, mais qui peut remarquer un petit écart de 100 ans à 9 siècles de distance. Dans une chapelle d'un gothique suffisamment gratte-ciel, un abbé adjure le roi Philippe Auguste, prosterné, de prendre la tête de la croisade. Philippe Auguste se relève en clignant un œil facétieux. Ouvrez les guillemets, ça va, on ne se dégonflera pas, fermez les guillemets. Le comte de Montferrat, félon à tout faire, un doigt sur la tempe, le col tendu, dissimule derrière les piliers ses projets de trahison, en même temps que les moustaches collées et le rire méphistophélesque postulé obligatoirement par un tel degré de félonie. Au fond d'une caverne de carton ondulé, le roi Richard Cœur de Lion se livre à des divertissements tétralogiques au milieu des crachotements de vapeur et feux de Bengale, vénérables accessoires de la machinerie de l'opéra qui prétendent depuis 50 ans figurer l'embrasement du Valhalla. Cœur de Lion brandit son épée avec le geste plein du naturel que l'on sait d'un Siegfried sexagénaire et bedonnant. Cœur de Lion y a d'autant moins d'excuses qu'il est jeune et bâti comme un champion de 1500 mètres. Telle est la première bobine des Croisades, le nouveau grand film de M. Cécile B. 2000, le cher vieil homme qui conçut dans le signe de la croix cet extraordinaire Rome beublé en style Louis XIII avec Pétrone interpellant Néron. « Hello boy, what are you doing ?» Cécile B. 2000 qui résume dans son cœur toute l'énorme puérilité de sa patrie, qui mélange une salacité naïve de troupiers émerveillés au promenoir des Folies Bergères avec une bigoterie non moins candide de vieux méthodistes. Cécile B. 2000, roi incontesté du carton-pâte, qui finira bien par mettre en scène le jugement dernier, mais ne l'a-t-il pas déjà fait? Les Américains affectionnent l'excès en tout. Quand ils décident d'être pompiers, ils peuvent nous rendre tous les points que nous souhaiterons. On m'épargnera la description des amours capricieuses de la belle princesse Bérengère et du roi Richard, celle du sultan Saladin, que sa moustache et ses sourcils classent lui aussi d'emblée parmi les méchants, mais dans le genre noble. Au milieu de tous ces chromos surgissent tout à coup deux scènes de bataille, la prise nocturne de Saint-Jean d'Acre et le choc des cavaleries devant Jérusalem, où la figuration est évidemment conduite de main de maître. Après les bâtonnades et les tournois d'opéra comique du début, voici des chevaux qui dégringolent pour tout de bon, sabots en l'air, des talus de 10 mètres, en vidant leurs cavaliers dans un épouvantable fracas d'armure. Des mêlées où on se porte des coups vraiment sévères et dont les participants ne doivent pas se tirer sans bosse. Je suppose qu'il serait beaucoup plus saisissant d'assister à la réalisation de ces scènes sur une prairie californienne que de les voir même sur écran élargi. Cependant, pour ces deux combats de vigoureuse allure, je propose que l'on mette les croisades un peu au-dessus de la Cléopâtre, franchement insane et insipide, qui fut l'avant-dernier ouvrage de M. Cécile B. 2000. Hélas, la bataille dure 2 fois 5 minutes. Sans transition, nous passons à des images d'un orientalisme pour boîte de cigarettes ou à la conversion de Richard en vue de Jérusalem, qui est une maquette très mauvaise, d'exposition universelle. Un des traits les plus comiques de cette machine, c'est que la plupart des personnages nous sont familiers. Philippe Auguste était le policier qui abat Scarface. Le roi Sancho de Navarre a depuis toujours la spécialité de vieux politiciens marrons. L'ermite, celle des durs à cuire couturés et de vert langage. Le ménestrel Blondel a bien tenu une douzaine de bars clandestins. Nous les avons tous connus excellents, vivants et vrais dans ces rôles. Sous leur somptueuse défroque médiévale, ils sont empêtrés comme des collégiens jouant Jules César pour une distribution de prix. C'est une preuve, entre cent, que l'histoire est lettre morte pour les Américains, que les films historiques sont les seuls qu'ils manquent de bout en bout, qui ne cessent d'être puérilement conventionnels.